J'étais seul, entouré d'une forêt verte à perte de vue. J'entendais les insectes et les oiseaux, mais aucune voix humaine. Julian Koepke. La chaleur est suffocante. L'air colle à la peau comme une seconde prison. Dans cette jungle démente, tout respire, tout vit, tout guette. Des cris d'oiseaux éclatent, des insectes bourdonnent, la terre transpire. Et au milieu de cette immensité, une silhouette avance. Pieds nus, trempés, les bras lacérés, les yeux brûlés par le soleil. Julian Koepke a 17 ans. Sa robe n'est plus qu'un chiffon collé contre son corps meurtri. Son épaule pend, brisée. Son visage est couvert de plaies et de poussière. À chaque pas, la boue aspire ses jambes. Elle trébuche, se relève, repart. La forêt semble se refermer sur elle comme une bête affamée. Autour, pas de route, pas de repère, pas même un rayon de ciel. Juste des troncs immenses, des racines tordues, et ce grondement continu qui ressemble à un souffle géant. Elle s'arrête un instant, écoute. Rien. Pas de moteur, pas de voix humaine. Seulement cette respiration de la nature, lourde, étrangère, terrifiante. Elle s'accroupit près d'un ruisseau. L'eau est brune, stagnante, mais c'est la seule chose qui bouge ici, sans vouloir la dévorer. Elle plonge ses mains tremblantes, boit à grandes gorgées. Le liquide a un goût de métal et de sang, mais elle s'en moque. Elle doit rester consciente, elle doit comprendre. Son reflet tremble à la surface. Une jeune fille qu'elle ne reconnaît pas, les joues creusées, les lèvres fendues, les yeux éteints. Une survivante sans souvenir. Elle tente de rassembler les morceaux, la lumière aveuglante, le bruit assourdissant, le vent qui hurlait comme une bête, puis le noir, un vide total, et à son réveil, la jungle. Rien d'autre, pas de siège, pas d'avion, pas de mer. Seulement elle, vivante, au cœur d'un monde qui aurait dû l'engloutir. Elle regarde autour d'elle, des feuilles plus hautes qu'une maison, des serpents invisibles, des ombres qui bougent sans raison. La forêt est un labyrinthe de dangers, un piège de verdure où chaque bruit peut être la fin. La peur monte dans sa gorge, mais la peur, ici, ne sert à rien. Alors elle marche, parce que rester immobile, c'est disparaître. Chaque pas est un combat, chaque respiration, une victoire arrachée au hasard. La douleur lui scie l'épaule, la fatigue lui brouille la vue, mais quelque chose la pousse en avant. Une force qu'elle ne comprend pas encore, une pulsation animale plus forte que la panique. Et pendant un instant, au milieu de cette jungle monstrueuse, tout s'arrête. Le silence, total. On dirait que le monde retient son souffle. Juliane sent son cœur battre si fort qu'elle croit entendre la forêt répondre. Comment en est-elle arrivée là, perdue au beau milieu de la jungle la plus vaste, la plus hostile, la plus impitoyable de la planète? Et surtout, comment va-t-elle s'en sortir? Seule, sans armes, sans repères, au cœur d'un enfer qui dévore tout ce qui bouge. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé dans le ciel ce jour-là, une petite faveur. Si tu aimes ces histoires de survie, où l'humain flirte avec l'impossible, like et abonne-toi. Sinon, je te réserve un aller simple pour l'Amazonie, sans parachute et sans GPS. Je plaisante. Enfin, presque. Maintenant, ferme les yeux. Ressens la moiteur sur ta peau, la peur qui tord ton estomac, l'écho lointain d'un tonnerre oublié. Car voici l'histoire vraie de survie de Julian Koepke,
la fille tombée du ciel en Amazonie. 24 décembre 1971. Lima s'étire sous un soleil de fin d'après-midi. Dans l'aéroport, on sent cette agitation douce des veilles de fête. Familles qui s'embrassent, valises pleines de cadeaux, enfants excités à l'idée de retrouver les leurs. Juliane Koepke tient la main de sa mère, Maria. À 17 ans, elle a déjà ce regard curieux des gens qui observent le monde comme un grand laboratoire. Son père, biologiste, les attend à Pucallpa, au cœur de la forêt. C'est là que la famille vit depuis plusieurs années, étudiant la faune, les oiseaux, les insectes. Elle monte d'abord du vol commercial Lança 508, un Lockheed L 188 Electra, l'un des derniers vols de la journée. L'air sent le kérosène et la poussière chaude des moteurs. Juliane observe les hôtesses qui ont accroché de petites guirlandes argentées à leurs uniformes. Les passagers échangent des vœux, des rires, des blagues sur la dinde qu'ils espèrent encore trouver en arrivant. Tout paraît simple, banal, joyeux. L'avion roule lentement sur la piste, puis s'élance dans le ciel. La capitale s'éloigne, la côte disparaît. En dessous, le Pacifique s'étire comme une nappe d'argent. Juliane colle son front contre la vitre. Au loin, la ligne des Andes découpe l'horizon. Le soleil commence à descendre, teignant les nuages d'or et de rose. Le ronflement régulier des moteurs emplit la cabine. C'est un son qui rassure, un battement constant. Elle jette un œil vers sa mère. Maria feuillette un magazine, le visage tranquille. Cette image la réchauffe. Tout semble sous contrôle. La jeune fille pense déjà à leur retour dans la réserve de Panguana, à la senteur de la pluie sur la terre rouge, au cri des perroquets. Dans son esprit, la nature est un refuge, jamais une menace. Mais dehors, le décor change lentement. Les couleurs se ternissent. Le bleu se fait plomb. Les hublots reflètent maintenant un ciel plus lourd, un gris qui avale la lumière. L'avion s'enfonce dans un épais rideau de nuages. Le son des moteurs devient plus grave, comme s'il forçait pour fendre une masse invisible. Juliane sent la pression sur ses oreilles. Elle se redresse. Sa mère lui adresse un sourire rassurant. Autour d'elle, les passagers continuent à parler, à plaisanter. Mais les voix sont un peu plus tendues, les gestes un peu plus rigides. Le plateau de repas vibre légèrement. Puis vient la première secousse, brève, comme une main qui secoue un jouet. Des tasses se renversent, un cri fuse, étouffé. Le commandant parle dans le micro, voix calme, professionnelle, turbulence passagère, rien d'anormal. Juliane essaie de sourire, mais elle sent son cœur battre plus vite. Elle regarde dehors. Les nuages sont d'un noir huileux, traversés de lueurs blanches. Au début, tout semblait normal. Le ciel était clair. Puis, soudain, nous avons pénétré dans des nuages noirs. Elle se souviendra toujours de cette phrase. Un grondement roule autour de l'appareil. La pluie s'écrase contre les vitres, violente, épaisse, presque horizontale. L'équipage range les plateaux, attache les ceintures, ferme les rideaux. Les éclairs se rapprochent, si proches que la cabine s'illumine d'un blanc aveuglant avant de replonger dans la pénombre. Chaque flash arrache des visages tendus, des regards figés. Le vent fait trembler la carlingue. L'avion semble se débattre dans le vide. Les mains se serrent, les prières murmurent. Juliane sent sa mère poser la main sur la sienne. Le bruit devient assourdissant, mélange de tonnerre et de métal qui vibre.
Et puis, un silence étrange s'installe, épais, suspendu, juste avant que le tonnerre ne frappe à nouveau. Personne à bord ne le sait encore, mais l'enfer est sur le point de s'ouvrir. Le grondement commence doucement, comme un roulement de tambour sous leurs pieds. Puis il enfle, se propage dans la carlingue, fait vibrer les vitres et trembler les sièges. Les passagers se redressent, les sourires s'effacent, une secousse, puis une autre, plus violente. Les bagages frémissent dans les compartiments. L'avion danse, ballotté dans le ventre noir de la tempête. Juliane serre la main de sa mère. Leurs doigts glissent, humides de sueur. Maria tente un sourire. Ses lèvres bougent, sans qu'on entende vraiment les mots. Sans doute une phrase banale, un mensonge tendre, celui qu'on dit quand il est trop tard pour fuir. Le visage de sa mère, si calme jusque-là, se fige soudain dans une expression que Juliane n'oubliera jamais. La peur pure. La lumière clignote, les moteurs gémissent, le ciel semble se déchirer à chaque flash, la pluie martèle la tôle avec une rage folle. Une odeur de brûlé s'invite dans la cabine, mélange de métal chauffé et d'ozone. Les gens crient maintenant, certains prient à voix haute, d'autres restent muets, paralysés. Le vacarme est total. Et puis, l'éclair, un trait blanc, aveuglant, qui frappe l'aile droite, un instant d'éternité. Il y a eu un éclair aveuglant, puis tout s'est arrêté, racontera Juliane plus tard. Le silence après le choc n'a rien d'humain. Pas un cri, pas un moteur. Le temps se fige. L'avion se brise, d'abord lentement, puis d'un coup sec. La carlingue éclate comme une coquille d'œuf. Des débris, des sièges, des cris aspirés par le vide. L'air s'engouffre, arrache tout. Juliane ne comprend pas. Elle est encore attachée à son siège. La pression la cloue. Son corps se comprime. Sa tête résonne d'un bourdonnement sourd. Le monde se retourne. Elle ne sait plus si elle monte, si elle descend, si elle respire encore. Le vent hurle autour d'elle, froid, brutal, sans pitié. La chute, pure, infinie. Les nuages défilent à une vitesse impossible. Le ciel devient un gouffre. Les cris des passagers se perdent dans le vent. Le siège tourne sur lui-même. Les sangles lui lacèrent les épaules. Elle ne voit plus rien, seulement un tourbillon de lumière et de vertige. Sous elle, la forêt. Une mer de feuillage, dense, mouvante, prête à la happer. Les arbres montent vers elle, terriblement vite. Elle pense à sa mère, une dernière fois, juste avant que tout s'efface. Et puis, plus rien. Le ciel s'éteint. Le silence absolu. Le monde revient lentement. Un battement, puis un autre. Une douleur sourde traverse son épaule, un goût métallique envahit sa bouche. Juliane ouvre les yeux, ou essaie. Son œil gauche est gonflé, presque fermé. Au-dessus d'elle, la lumière filtre à travers les feuilles, d'un vert si vif qu'elle en a le vertige. Tout bouge, tout respire, tout semble vivant. Le bourdonnement des insectes remplace le rugissement du tonnerre. Le ciel a disparu. Elle est couchée sur le dos, le corps tordu dans la boue, encore sanglé à son siège. Le tissu humide colle à sa peau, les ceintures lui entaillent à la poitrine. Elle reste là un moment, immobile, incapable de comprendre. L'air est chaud, saturé d'humidité. Chaque respiration lui arrache une grimace. Ses oreilles sifflent, sa tête pulse. Elle se souvient de la lumière, du bruit
de la chute, puis du noir. Et maintenant, ce silence lourd, presque menaçant, habité seulement par le murmure constant de la forêt. J'étais encore attaché à mon siège, au milieu des arbres, racontera-t-elle plus tard. Elle tourne lentement la tête. Partout autour d'elle, des morceaux de métal tordus, des vêtements, des papiers éparpillés comme des feuilles mortes. Des bagages éventrés pendent aux branches, des rubans de plastique flottent au vent. L'odeur âcre du carburant se mêle à celle du sol détrempé. Tout paraît irréel, comme un rêve dont on ne sort pas. Juliane tente de bouger son bras gauche. Une douleur fulgurante la traverse. Sa clavicule est brisée. Elle serre les dents, retient un cri. Elle dénoue lentement la ceinture, glisse du siège, s'effondre sur le sol. La terre est tiède, vivante, moite. Des insectes grouillent sur ses jambes. Elle les balaie d'un geste faible. Son instinct la pousse à appeler. Sa voix tremble. « Maman !» Rien. Elle recommence, plus fort. « Maman !» Le cri s'écrase contre les troncs, s'égare entre les branches. Pas de réponse. La panique monte, mais quelque chose en elle résiste. Elle respire, lentement. Elle regarde ses mains couvertes de terre et de sang et comprend. Elle est en vie. Elle ne sait pas comment, mais elle respire encore. Une adolescente tombée du ciel, échouée au cœur d'une mer de feuillage. Autour, la jungle s'anime. Les insectes crissent, les oiseaux hurlent, les singes s'interpellent. Tout bouge, tout la surveille. Chaque bruit semble trop proche. Chaque ombre peut être une menace. Elle voudrait fuir, mais son corps refuse d'obéir. Alors elle reste là, recroquevillée contre le sol, les yeux grands ouverts. Petit à petit, elle comprend. Elle a survécu à une chute de 3000 mètres. Aucun être humain ne devrait être capable de ça. Et pourtant, elle est là, vivante, perdue, seule. Le verre l'engloutit de toutes parts. L'air vibre de chaleur. Les moustiques s'abattent sur sa peau. Les fourmis montent sur ses jambes. Son cœur cogne, sa gorge brûle, mais elle se tait. Elle écoute le monde qu'elle vient d'épouser de force. La jungle vient de la sauver. Mais c'est aussi elle qui va la juger. La douleur revient avec la lumière du matin. Elle irradie tout son corps, mais surtout cette épaule, cette brûlure constante qui la suit comme une ombre. Juliane ouvre les yeux. La canopée la regarde, impassible. Le monde d'avant n'existe plus. Il n'y a plus de siège, plus de moteur, plus de ciel. Seulement la terre, humide et vivante. Elle essaie de se relever. Ses jambes tremblent, refuse d'obéir. Elle pousse sur ses bras, glisse, retombe. Une odeur de boue, de feuilles pourries et de sang la saisit. Elle tousse, crache, puis recommence. Cette fois, elle tient debout. Le monde tourne, ses tempes cognent, mais elle est debout. C'est déjà une victoire. Autour d'elle, les restes de l'avion se confondent avec les arbres. Des bouts de métal accrochés aux branches, des tissus suspendus comme des toiles d'araignée, des valises éventrées. Juliane fouille lentement, à la recherche de quelque chose à manger, à boire, à comprendre. Elle ne trouve presque rien, sauf un petit sac de bonbons collé contre un siège brisé. Elle l'ouvre. Le sucre a fondu, mais elle en glisse un dans sa bouche. Ce goût sucré devient une bouffée d'enfance, un lien minuscule avec la vie d'avant. Elle ne le sait pas encore,
mais ces quelques bonbons seront sa seule ration pendant plusieurs jours. La chaleur devient insupportable. La moiteur colle à sa peau. Les insectes s'acharnent sur ses plaies. Ils s'enfoncent sous la peau, se glissent dans ses cheveux, s'invitent jusque dans ses oreilles. Elle les chasse, en vain. Chaque geste la fatigue davantage. La jungle respire autour d'elle, lourde, hostile, magnifique. L'air sent le fer et la sève, le bois brûlé et la chair. Des cris d'oiseaux explosent dans les hauteurs, des branches craquent sous des pas invisibles. Chaque bruit fait sursauter Juliane. Chaque ombre lui rappelle qu'elle n'est pas seule ici, mais que personne ne viendra pour elle. Alors, pour ne pas sombrer, son esprit s'accroche à un souvenir. Le visage de sa mère, son parfum, sa voix douce, juste avant le décollage. Tout ira bien, Juliane. Ce n'est qu'une courte traversée. Ces mots résonnent dans sa tête comme un écho cruel. Elle revoit le sourire de sa mère dans la cabine, ses doigts serrant la ceinture. Et puis l'éclair, le vacarme, la chute. Elle ferme les yeux, la gorge nouée. Non, pas maintenant. Elle doit avancer. Elle regarde autour d'elle. La forêt n'a ni route ni repère. Tout se ressemble. Et puis elle entend un bruit, léger, répétitif. Un filet d'eau, quelque part derrière les arbres. Elle se tourne, écoute encore. Oui, c'est bien de l'eau. Elle marche dans cette direction, d'abord lentement, puis avec plus d'assurance. Ses pas s'enfoncent dans la terre molle. Ses bras écartent les feuilles géantes. Le son se précise. Enfin, elle aperçoit un mince ruisseau serpentant entre les racines. Juliane tombe à genoux et boit directement à la source. L'eau est tiède, trouble, mais c'est de l'eau. En relevant la tête, elle se souvient de son père, biologiste, lui expliquant un jour les lois de la jungle. « Mon père m'avait appris, l'eau mène à la civilisation. » Cette phrase s'accroche à elle comme un fil de survie. Si elle suit la rivière, elle trouvera peut-être un village, un humain, un signe. Elle se lève, hésitante, et commence à marcher le long du courant. Le soleil écrase la forêt. Chaque pas lui coûte. La sueur, la douleur, la peur se confondent. Ses pieds s'ouvrent, son dos brûle. Pourtant elle avance, portée par cette idée simple, presque enfantine. Si elle suit l'eau, elle vivra. Ce qu'elle ignore, c'est que cette rivière n'est pas une route. C'est un piège. Un couloir sans fin au cœur d'un monde qui tourne sur lui-même. Elle croit marcher vers la vie. En réalité, elle s'enfonce dans un labyrinthe sans issue. Les jours se fondent les uns dans les autres. Juliane ne sait plus depuis combien de temps elle marche. 3 jours? 5? 10? Le soleil est devenu un ennemi. Il brûle sa nuque, fissure ses lèvres, assèche tout ce qui reste d'humain en elle. Le jour, la chaleur l'étouffe. La nuit, la forêt se referme, grouillante, haletante, impénétrable. Elle ne compte plus le temps, seulement les battements de son cœur, qui ralentissent un peu plus chaque jour. Ses plaies se sont infectées. À chaque pas, la douleur pulse dans ses jambes, dans son épaule brisée. Des mouches se posent sur ses blessures ouvertes, et quand elle les chasse, elle sent quelque chose bouger sous la peau. Des larves, des vers. Elle détourne les yeux, étouffe un cri, continue de marcher. Elle n'a plus la force d'avoir peur. La pluie, quand elle tombe, devient une bénédiction. Elle lève le visage vers le ciel, ouvre la bouche, avale les gouttes comme un animal assoiffé. C'est sa seule source d'eau potable. Chaque orage est une grâce.
Elle en profite pour se laver, pour rafraîchir ses plaies, pour sentir un instant la vie couler encore sur sa peau. Puis, la chaleur revient, et avec elle, les moustiques, les fourmis, les serpents invisibles qui sifflent sous les feuilles. Elle dort peu, presque jamais. La nuit, les bruits changent de nature. Les cris d'oiseaux deviennent des rugissements. Les bourdonnements se font chuintements. Les branches craquent. Les ombres rampent. Elle se pelotonne contre le sol, le visage enfoui dans ses bras, priant pour que tout cela la laisse tranquille jusqu'à l'aube. Parfois, elle rêve qu'elle est encore dans l'avion, qu'elle se réveille à côté de sa mère et qu'on lui dit que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais chaque matin, la jungle la rappelle à l'ordre. Sa fièvre monte. La chaleur intérieure se mêle à celle du monde. Les sons deviennent des images. Les arbres semblent se pencher vers elle. Elle croit entendre son prénom murmuré par la rivière. Elle croit voir des formes dans la brume, des silhouettes humaines, des lumières au loin. Rien de tout cela n'est réel. Ce ne sont que des mirages nés de l'épuisement. Pour ne pas sombrer, elle se parle à elle-même. Toujours la même phrase, martelée comme une prière. Je me répétais, tu dois rester en mouvement. Si tu t'arrêtes, tu meurs. Alors elle avance. Même quand ses jambes ne la portent plus, elle rampe. Même quand ses yeux se ferment, elle se force à les rouvrir. Même quand tout en elle hurle d'abandonner, elle continue. C'est une mécanique de survie, brutale, primitive, sans pensée. Les jours défilent. La faim est devenue un souvenir, remplacé par une fatigue qui la vide. Sa peau se couvre des raflures, sa robe se déchire, sa voix se perd. La Juliane d'avant n'existe plus. Celle qui marche maintenant n'a plus de nom, plus d'âge, plus de place dans le monde. La peur, elle, s'est éteinte. Il ne reste plus rien que la survie, nue, brute, animale. Un matin, le bruit de l'eau change. Ce n'est plus un simple filet perdu sous les racines, mais un grondement plus profond, plus large. Juliane s'approche, les jambes tremblantes, et découvre une véritable rivière. Une coulée d'argent brune qui serpente entre les troncs et reflète des éclats de lumière. Elle s'y jette presque, les bras tendus, le visage en larmes. Enfin, quelque chose de familier, un mouvement, une direction. L'eau coule vers quelque part. Elle décide de la suivre. Le courant devient sa boussole, son unique repère dans ce monde sans route. Elle avance pieds nus dans l'eau pour éviter les serpents qui se cachent dans les feuillages. Mais chaque pas dans la vase attire autre chose. Des sangsues fines et noires qui s'accrochent à sa peau. Elle les sent remuer, s'enrouler autour de ses chevilles. Elle les arrache d'un geste brusque, les doigts tremblants. Le sang coule, l'eau l'efface aussitôt. Les heures passent. Parfois la rivière s'élargit, parfois elle s'enfonce dans l'ombre. La chaleur monte, l'air vibre de moustiques. La forêt paraît plus dense que jamais. Juliane avance toujours, le regard fixe, les mains posées sur les troncs pour garder l'équilibre. Et puis, elle les voit. D'abord, quelque chose d'étrange, à moitié submergé. Un siège d'avion, un autre, plus loin. Des morceaux de métal couverts de mousse. Son cœur se serre. Elle sait ce que c'est. Elle s'approche lentement, le souffle coupé. 3 formes, encore attachées à leur ceinture, flottent entre les branches brisées. Leurs vêtements collent à leur peau pâle. Le temps les a déjà figés dans le silence. Elles restent immobiles,
La rivière semble s'être tue autour d'elle. Juliane chuchote, presque sans voix. « C'est ma mère. » Le vent souffle dans les arbres. Rien ne répond. Elle baisse les yeux, détourne le regard, avance de quelques pas dans l'eau trouble. Elle ne veut pas savoir, pas maintenant. Si c'est elle, le savoir la tuerait. Si ce n'est pas elle, la peur de la trouver ailleurs la dévorerait. Elle continue sans se retourner. Chaque pas la détache un peu plus de l'enfant qu'elle était. La mort n'est plus un choc, mais une présence constante, diffuse, qui flotte autour d'elle comme la brume du matin. Elle ne la fuit plus, elle l'accepte. Le soleil décline, les ombres s'allongent sur l'eau, les cris d'oiseaux s'éteignent un à un. Juliane s'assoit un instant sur une pierre, regarde le courant emporter les feuilles et les souvenirs. Elle ne pleure plus. La jungle a pris ses larmes, comme elle prend tout le reste. Le temps n'existe plus. Juliane marche, respire, tombe, se relève, sans savoir depuis combien de jours elle erre. La rivière est devenue son seul fil conducteur, une ligne mouvante qu'elle suit, comme on suit un rêve. Ses jambes ne lui appartiennent plus. Elles avancent toutes seules, mécaniques, vidées de toute force. Sa peau est brûlante, son regard flou. La fièvre s'est installée, discrète d'abord, puis envahissante, comme une chaleur qui lui mange le cerveau. Les sons se déforment, les cris des singes deviennent des voix humaines. Parfois, elle croit entendre son prénom, murmuré dans le vent. Juliane. Elle se retourne, ne voit rien. Les arbres la fixent, immobile. Elle continue d'avancer, les pieds traînant dans l'eau, persuadée qu'on l'appelle. Mais il n'y a que la jungle, toujours la jungle, répétant le même chant sans fin. Elle parle toute seule, désormais, à son père, à sa mère, à la rivière. Elle leur dit qu'elle arrive, qu'elle n'abandonne pas. Ses mots se perdent dans l'air, avalés par la moiteur. Elle ne distingue plus le jour de la nuit. La lumière se confond avec la brume. Elle croit voir des routes à travers les arbres, des maisons, des silhouettes. Elle sourit, appelle à l'aide, trébuche. Mais en s'approchant, il n'y a que des troncs et des racines. Des mirages nés de la fièvre et de la faim. Les formes changent. Parfois, les branches ressemblent à des bras, les feuilles à des visages. Les ruisseaux deviennent des chemins, les ombres des lumières. Elle ne sait plus si elle marche dans un rêve ou dans la mort. Les souvenirs remontent par fragments, déformés par la chaleur. Sa chambre à Lima, les livres d'animaux posés sur la table, le rire de son père dans le jardin, sa mère penchée sur une valise. Ces images dansent devant elle, irréelles, comme des lanternes qui s'éteignent une à une. Elle veut s'y accrocher, mais elle glisse, insaisissable. La jungle l'enveloppe d'une douceur trompeuse. Le vent s'est calmé, le bourdonnement s'est adouci. On dirait presque que la forêt respire à son rythme, qu'elle l'accompagne dans ce passage entre deux mondes. Juliane sent son corps s'alourdir, ses pas ralentir. Elle trébuche, tombe à genoux, les mains dans la boue. Ses doigts tremblent, ses paupières battent. Tout devient flou. Elle murmure un dernier mot, peut-être une prière, peut-être un souvenir. Puis, elle s'effondre. Son corps gît sur le sol chaud, à moitié immergé dans l'eau. Son esprit, lui, flotte quelque part entre la vie et la mort. Mais la jungle, elle, n'en a pas encore fini avec elle. Le 11e jour, le silence de la jungle change de ton.
Ce n'est plus le bourdonnement familier des insectes, ni le cri des oiseaux. C'est autre chose. Un souffle différent. Un signe minuscule, mais que son corps épuisé reconnaît aussitôt. Juliane lève les yeux. Au loin, entre les troncs, quelque chose tranche avec la couleur verte. Une forme droite, géométrique, presque humaine. Elle avance, vacillante, chaque pas une victoire contre la fièvre. C'est une cabane, une simple structure de bois, usée, penchée, mais c'est un miracle à ses yeux. La preuve qu'un homme a existé ici, qu'il y a encore un lien entre ce monde sauvage et celui des vivants. Juliane pousse la porte. À l'intérieur, une odeur de fumée et de terre. Sur une table, quelques boîtes de conserve ouvertes, des outils, des vêtements. Tout est silencieux. Les hommes sont partis depuis longtemps, mais ils reviendront peut-être. Elle s'allonge sur le sol, incapable d'aller plus loin. Son corps ne lui obéit plus. La fièvre l'enserre comme un drap brûlant. Elle regarde le plafond de feuilles et de bois, et un calme étrange l'envahit. Peut-être que c'est ici que tout s'arrête. Elle n'a plus peur, plus faim, plus soif. Seulement cette paix qui précède la faim. Elle ferme les yeux. Le temps passe. Des heures, peut-être une journée. Puis des voix. D'abord lointaines, indistinctes, puis plus proches. Des pas dans la boue. 3 silhouettes apparaissent dans l'encadrement de la porte. Des hommes, couverts de sueur et de poussière. Des bûcherons. Ils s'immobilisent, stupéfaits. Devant eux, une jeune fille aux yeux creusés, maigre à faire peur, la peau tachetée de sang et de piqûres. Juliane essaie de parler, mais sa voix n'est qu'un souffle. Les hommes s'approchent, doucement, comme s'ils craignaient qu'elle disparaisse. L'un d'eux lui tend de l'eau. Un autre regarde ses blessures. Ils la soignent du mieux qu'ils peuvent. Ils versent du kérosène sur ses plaies pour tuer les larves. La brûlure est atroce, mais elle ne crie pas. Ce feu, au moins, est un feu qui sauve. Elle sourit. Ses lèvres se fendent, le goût du sang revient, mais elle sourit quand même. Quand j'ai vu ces hommes, j'ai su que j'étais sauvée, dira-t-elle plus tard. Les bûcherons la placent dans une pirogue et descendent la rivière. L'eau claque doucement contre la coque. La jungle s'éloigne, enfin. Juliane ferme les yeux. Pour la première fois depuis 11 jours, elle n'a plus à marcher, plus à lutter. Le vent caresse son visage. Les voix autour d'elle la bercent. Elle a survécu à la foudre, à la chute, à la jungle. Mais le miracle ne fait que commencer. Quand Juliane rouvre les yeux, elle n'entend plus les cris d'animaux, ni le bourdonnement des insectes. Seulement un bruit régulier, artificiel, celui d'un ventilateur. Autour d'elle, les murs sont blancs, le lit propre, l'air filtré. Elle est à l'hôpital. Ses plaies ont été nettoyées, son épaule immobilisée, son corps recouvert de bandages. Elle ne comprend pas tout de suite que le cauchemar est terminé. L'odeur du désinfectant remplace à peine celle de la jungle. Son esprit flotte encore entre les deux mondes. Les médecins parlent à voix basse. Ils n'en reviennent pas. Une adolescente tombée de 3000 mètres, restée 11 jours seule dans la forêt, sans nourriture ni soins. Vivante. Personne ne sait comment expliquer ça. Certains parlent de miracle, d'autres de hasard, d'autres encore de simple obstination. Juliane, elle, reste silencieuse. Elle écoute, mais ne répond pas. Le vacarme du monde revient lentement, trop lentement. Puis un jour, la porte s'ouvre et son père entre, les traits tirés, le regard tremblant. Il la croyait morte,
Pendant des jours, il a participé aux recherches, persuadé qu'il ne retrouverait jamais ni sa fille, ni sa femme. Quand il la voit, maigre, bandée, mais vivante, il s'effondre à ses pieds. Juliane le regarde, et pour la première fois, ses yeux se remplissent de larmes. Pas pour la douleur, pas pour la peur, mais pour la vie. La nouvelle se répand. Les journaux parlent du miracle de Noël. Les radios, les télévisions, les reporters veulent tous la voir, l'entendre, comprendre. Juliane sourit poliment, mais reste à distance. Elle n'a pas survécu pour devenir un symbole. Elle a survécu simplement parce que la nature l'a tolérée. Les années passent. Elle quitte le Pérou, étudie la biologie comme ses parents. Elle consacre sa vie à comprendre ce qui l'a autrefois terrifiée. La jungle, ses lois, ses créatures. Elle retourne à Panguana, dans la réserve fondée par son père, et y travaille comme chercheuse. Là où d'autres verraient le lieu d'un cauchemar, elle voit une maison. En 1998, un homme la contacte, le cinéaste allemand Werner Herzog. Lui aussi aurait dû être à bord du vol Lança 508. Le destin en avait décidé autrement. Il vient la voir. Ensemble, ils retournent sur les lieux du crash. Juliane y marche sans trembler. Elle parle calmement, décrit ce qu'elle se rappelle, la chute, la peur, la forêt. Herzog filme tout. Le documentaire s'appelle Wings of Hope. C'est le dernier chapitre de ce qu'elle devait affronter. Je n'ai pas vaincu la jungle. Elle m'a laissé vivre, confiera-t-elle à la caméra. Aujourd'hui encore, Juliane Köpke vit en Allemagne, discrète, toujours proche des arbres, toujours à l'écoute du monde sauvage. Elle n'a jamais cessé d'aimer la forêt, parce qu'au fond, c'est elle qui lui a rendu la vie. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire incroyable, de cette jeune fille tombée du ciel qui a survécu là où personne n'aurait dû? Dis-le-nous dans les commentaires et dis-nous aussi d'où tu nous écoutes dans le monde. Si tu veux soutenir nos récits, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie, ici, sur les derniers survivants.